Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité. En écoutant cet épisode, vous allez d'ailleurs peut-être vous reconnaître ou reconnaître une personne de votre entourage puisque nous allons parler de la protection, comment se protéger, mais se protéger son vélo contre le vol, mais aussi la protection corporelle. Et pour parler de ce phénomène d'actualité, je suis accompagné par Pascal Boutsock. Bonjour Pascal, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Bonjour Arnaud. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. On se connaît déjà depuis un petit moment. Tu m'accompagnes à travers mes différents projets, que ce soit sportifs, mais aussi professionnels. Donc c'est tout à fait dans l'ordre du jour et d'actualité. Mais la première question que je vais te poser, Pascal, peut-être avant de lancer les sujets, c'est peut-être de te présenter et de nous expliquer quel est ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Alors, moi j'ai été joueur de handball professionnel pendant une quinzaine d'années. J'ai été un joueur de D1 sans titre, mais à haut niveau, donc professionnel. Et puis c'est le plaisir qui m'a amené à la performance. Et puis ensuite je me suis reconverti dans les médias, dans le groupe RTL, en agence de marketing sportif. Et depuis maintenant 4 ans, je travaille chez Assure Connect. Je suis directeur associé chez Assure Connect. Notre métier est simple, on assure les acteurs du sport, qu'ils soient participants ou organisateurs, clubs et centres de pratique. Très bien, on voit un peu plus comment tu vas pouvoir nous accompagner justement et la spécificité, l'œil d'expert que tu vas pouvoir apporter sur cet épisode consacré justement au cyclisme, mais à comment protéger son vélo, mais également comment se protéger soi-même. Alors commençons par le vol à vélo, qui est un phénomène d'actualité, déjà depuis quelques temps, la sortie du confinement d'ailleurs. Le contexte du vol à vélo aujourd'hui, si tu pouvais faire un état des lieux. L'état des lieux, c'est que le vol de vélo, c'est plus qu'un phénomène, c'est un vrai fléau. On assiste à une vélorussion aujourd'hui, hein, le Covid, le post-Covid l'a confirmé. Il y a eu un vrai impact du Covid sur il y a eu un vrai impact du Covid dans les villes, sur les infrastructures, et puis sur le volume de pratiquants. Et il y a eu quand même 2 effets pervers sur ce développement de la pratique. C'est la multiplication des accidents de circulation, on y reviendra, et puis l'explosion du nombre de vols. Aujourd'hui, on va d'ailleurs particulièrement s'intéresser à ce phénomène. Dans les grandes villes, qui n'a pas été victime au moins une fois de cette fait, d'avoir la mauvaise, cette émotion d'arriver en se disant je prends les clés de mon cadenas, puisque aujourd'hui tous les vélos sont attachés, mais au bout du bout, on a tous eu cette émotion de dire mince, est-ce que je l'ai vraiment mis là? Est-ce que je ne l'ai pas mis ailleurs? Et au final, non, il était bien là. C'est vrai, et ça devient des sujets de conversation dans les dîners avec les copains. Ceux qui sont équipés de vélos, ça y est, on a déjà des mésaventures de vol de vélo, que ce soit sur la voie publique ou dans les parties collectives des immeubles. Ça arrive beaucoup. Et aujourd'hui, le vol de vélo, tu m'expliquais en préparant cet épisode que ça nourrit 2 réseaux. Ça nourrit 2 réseaux, effectivement. Ça nourrit tout d'abord le marché de l'occasion sur Internet. Le Bon Coin, notamment, regorge de vélos volés, ou la marketplace de Facebook, notamment. Donc, c'est peut-être des endroits où il faut aller passer un petit peu de temps quand on s'est fait voler son vélo pour pouvoir le récupérer. Et puis, il attise les convoitises de réseaux criminels très organisés et opérant souvent au-delà de nos frontières. Donc, ils sont plutôt en quête des vélos qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui, c'est-à-dire les vélos électriques, même si leur ils poids... Ils opèrent presque sur commande, peut-être, non, tu penses? Sans doute. Ouais. Nous, on a avec Assure Connect, on a des partenariats avec une 50aine de vélocistes en France. Et puis, on est amené régulièrement à leur parler pour faire des vérifications. Et on a des anecdotes assez incroyables avec des gars qui viennent avec des camions, des meuleuses, et puis en 5 minutes, ils prennent les vélos qui sont dans une zone de stationnement et ils repartent avec leur larcin, et ensuite ils alimentent les filières. Alors c'est vrai qu'on pense aux particuliers, hein, c'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde qui effectivement pour du vélo taf ou juste des modes de déplacement se déplace avec son vélo, l'attache, parce qu'aujourd'hui aucun vélo, j'ai une petite anecdote sur ça, j'allais dire aucun vélo ne reste
restent pas attachés contre une barrière, sauf le mien ce matin, je dois l'avouer. Je suis arrivé à la gare ce matin pour me rendre à Paris et j'avais bien mon cadenas, mais j'avais pas la clé. Ah, sympa. Donc, vous aurez la suite de l'histoire dans le prochain épisode, mais j'ai posé mon cadenas, tu vois, du style, je fais style, il est attaché, tu vois. Ouais, tu peux avoir une belle surprise. Voilà, écoute, je verrai tout à l'heure en retournant sur Lyon, mais donc j'allais dire qu'aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde attache son vélo, mais pas que. C'est-à-dire que là, on parle du particulier, mais il y a aussi les professionnels, les vélocistes, qui, eux, ont un stock avec des chiffres probablement assez importants. Et ces professionnels-là, comment est-ce qu'ils peuvent se protéger ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'une bijouterie, alors qu'ils ont quand même des milliers d'euros à l'intérieur de leur magasin. Ouais, totalement. C'est un fléau qui touche tout le monde, les vélocistes en premier, puisqu'il y a un peu plus de 2500 magasins sur le territoire. Et eux, ils sont assez démunis parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour mettre leur stock suffisamment à l'abri. On parle parfois de magasins qui ont un stock avec 1 million d'euros ou voire plus. Quand tu vois aujourd'hui le prix des vélos, que ce soit électrique ou non, complètement. Les stocks sont très très importants. Exactement. Donc, et puis aujourd'hui, aller dans un magasin de bricolage, acheter une bonne moleuse ou une tronçonneuse à disque, on peut vite faire son larcin. Et parfois, les voleurs passent par le toit du magasin et utilisent la méthode du grappin, une sorte de canne à pêche qui permet de remonter les vélos. Okay. C'est une histoire que j'avais entendue effectivement, où les vélocistes sont obligés de sécuriser leur toit en fait. Ouais, absolument. Ils sécurisent leur toit pour éviter que justement, parce que là on parle vraiment de bande organisée, très clairement, passe par effectivement la structure, passe par le toit pour sortir effectivement les vélos. Totalement. Ouais. Et alors il y a même des magasins aujourd'hui qui vident tous les soirs leur magasin pour mettre le stock dans un lieu ultra sécurisé. Mais là, c'est une forteresse qui coûte énormément d'argent. Donc, pour eux, c'est un problème. La deuxième population, c'est bien sûr les cyclistes. Pour eux, il est nécessaire de construire un halo de protection qui passe par des bonnes pratiques et puis un arsenal de sécurité qu'on va développer. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le plus souvent, 95% du temps, les deux roues restent immobiles et loin du regard du propriétaire. Donc, notamment pour ceux qui font du vélo taf, qui sont amenés à le déposer le matin et à le reprendre le soir. C'est un vrai problème. Et donc là, il faut prendre un certain nombre de mesures pour sécuriser son vélo. Et on parle de vol, de vélo, mais on parle de vol justement arrêté. Est-ce que tu as des cas de figure de vol un peu comme le carjacking en fait, Est-ce que ça c'est quelque chose qui arrive, ou je parle de ça sans l'avoir préparé, mais est-ce que ça existe, ce genre de vol alors que la personne est sur le vélo? Alors en France, bikejacking. Ouais, mais moi j'ai lu des articles notamment en Angleterre. En France, j'ai pas eu de témoignages, on n'a pas eu de clients avec BeProtect.by qui ont été victimes de ce genre de pratiques. Espérons que ça soit pas trop le cas. Peut-être on aura des témoignages après la diffusion. Après l'épisode, en tout cas, n'hésitez pas effectivement à nous faire ce retour-là. Et puis tu expliquais que le plus souvent, 95% du temps, les deux roues restent immobiles loin des regards du propriétaire. Mais est-ce que tu as d'autres données? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de savoir combien de vélos sont volés à l'année en France, principalement suite à des dépôts de plainte, j'imagine? Est-ce qu'on a des données sur ça? Parce que tu l'as dit en introduction de l'épisode, il y a eu cette Vélorussion après le Covid et ça a été une explosion. D'ailleurs, j'ai moi-même été parisien quelque temps et j'ai vu la différence entre l'avant et l'après, parce que j'étais sur Paris en plein Covid. Et c'est vrai qu'on a vu, les pistes cyclables fleurir, mais aussi le nombre de pratiquants, j'allais dire augmenter, mais là c'est même plus augmenter, c'est juste exploser. Aujourd'hui, je suis sur Lyon et d'ailleurs, je m'amuse, pour la petite anecdote, tous les matins, j'emmène mes enfants à l'école en vélo et je viens les récupérer en vélo et on fait tu sais, il y a une borne qui indique le nombre de vélos qui sont passés sur cette piste cyclable. Et le matin, à 8h, il y a déjà 1600 cyclistes qui sont passés. Et le soir, on a 10 000 vélos qui sont passés. Donc forcément, ces gens-là, s'ils écoutent l'épisode, ont peut-être été victimes de vol. On va leur donner quelques clés pour qu'ils ne le soient plus. Mais si tu avais des chiffres à nous partager sur combien de vélos par mois, par an, si tu as des statistiques sur ça.
Alors les statistiques, c'est un peu les chiffres selon la police et selon les syndicats. Je m'explique, c'est que le ministère de l'Intérieur a un chiffre aux alentours de 350 000, mais c'est des chiffres qui commencent à dater. Et puis le ministère des Transports annonce pas loin de 500-600 000. Nous, chez Assure Connect, on est membre de l'Union Sport and Cycle et donc ça réunit tous les industriels du secteur et eux-mêmes parlent de 700 000 vélos volés. Donc, et parce que tout le monde ne porte pas plainte. Et le problème, c'est ça, c'est de pouvoir chiffrer, et le seul moyen de chiffrer, c'est le dépôt de plainte. Or, aujourd'hui, il y a une personne sur 4 qui va au commissariat pour faire un dépôt de plainte. Et ce 25%, on n'en est pas tout à fait certain. Donc, est-ce qu'on peut arrêter le nombre de vélos volés par an en France à 600 000 ? Ça me paraît être un bon chiffre. Ça fait quand même 1650 vélos volés par jour. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on ne va pas aller faire jusqu'à la minute. Hein, s'il y a combien de vélos sont volés par minute, mais 1650 vélos par jour. J'espère que le mien ce soir ne fera pas partie. Ce ne sera pas le 1651e. Mais ouais, c'est important. Ça veut dire que le cadenas, parce que comme je l'ai dit, on attache son vélo, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas les voleurs. Est-ce qu'on sait si, on a peut-être un peu la réponse d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un secteur où il y a plus de vols que d'autres? Est-ce que ce sont les villes moyennes, les grandes villes? Est-ce que là-dessus, on a des réponses? Oui, on a des réponses, notamment il y a quelques semaines de cela, je vous renvoie tous à une excellente étude qui a été réalisée par l'ADMA, qui est l'Académie des mobilités actives. C'est un programme national porté par la FUB, notamment, qui propose d'accroître l'expertise et la formation en matière de mobilité active. Et ils ont fait ressortir des chiffres intéressants. Je vais en citer quelques-uns. On s'aperçoit bien sûr que les grandes villes sont moins sûres. Le risque de se faire voler son vélo est 3 fois plus fort à Paris que dans le reste de la France. C'est énorme. Ouais, multiplié par 3. Et notamment dans la zone Paris Nord-Ouest. Il y a même des commissariats aujourd'hui qui ne prennent plus les dépôts de plainte. Ils renvoient vers un site internet, puisque ça engorge les commissariats. Ils ne feraient que ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que près d'un vélo volé sur 2 aurait lieu en journée, entre 8h et 18h. Ben ça, tu vois, c'est intéressant parce que j'avais une question sur ça. Je mets encore un petit peu de personnel dans le podcast, vous m'en excuserez, mais moi je suis... Puis de toute façon, vous l'avez bien entendu sur les épisodes précédents, où j'utilise un cargo effectivement dans le centre de Lyon. Je me déplace qu'en vélo, et notamment quand je transporte mes enfants qu'en cargo. Et il se trouve que ce vélo est à l'extérieur la journée, mais le soir, une fois que je les ai récupérés jusqu'au lendemain matin, il est à l'intérieur. Donc est-ce qu'on a des statistiques sur les vélos sont plus volés le matin, l'après-midi, la nuit? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont détaillées sur ça? Alors les tranches que l'on a sur l'étude de l'ADMA, c'est du 8h-18h. Donc là, on a 50% des vélos volés sur cette tranche horaire, 22% en soirée entre 18h et minuit, et 30% la nuit. Donc voilà, et c'est vrai que, comme tu le dis, les vélos volés en journée sont davantage stationnés dans l'espace public. Voilà, il y a plus de vols dans un espace public ou dans un espace privé? Il y a plus de vols dans un espace public. D'accord, donc je crois que j'ai vu passer quelques chiffres sur ça. C'est 59% des vols ont lieu dans un espace public, oui, tout à alors fait. que 87% d'entre eux étaient attachés à un point fixe scellé au sol. Oui, le fait qu'ils soient attachés, c'est une très bonne chose. En revanche, ça ne fait que peut-être ralentir parce que le chiffre est impressionnant. 87% donc de ces 59, mais bon, 87% étaient attachés sur un point fixe. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on voit beaucoup, mais on va en parler dans quelques minutes, des conseils, des astuces que l'on peut donner aux personnes pour essayer d'éviter le vol. C'est que beaucoup de fabricants maintenant développent des solutions qui permettent, c'est presque en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas fixer quelque chose à un point fixe, et dans un second temps, tu vas venir attacher ton vélo à ce point qui lui-même a été attaché à ce point fixe. Exactement. Donc ça va être intéressant. Les derniers chiffres intéressants qui doivent peut-être interpeller les professionnels du marché, c'est la seconde main. Et oui, c'est que on a un vrai phénomène, et c'est là où le métier de vélociste va ou doit évoluer. C'est dans la dimension du conseil, puisque aujourd'hui on a
seulement 61% des victimes qui rachètent un vélo à un prix inférieur. Et en général, ils investissent davantage dans les mesures de protection. C'est-à-dire que là, ils vont pas se contenter du premier prix d'un antivol, mais ils vont aller sur des U, tout le matériel de sécurité qu'on retrouve notamment sur des motos. Sur des motos. Ouais. Donc aujourd'hui, nous on est dans l'Arche de la Défense, et à la Défense, il y a de nombreux vélos qui sont stationnés. Parfois, on voit des vélos qui ont 3 antivols. Donc ils sont rattachés à un arceau par 2 antivols, 2 U, et puis ils attachent souvent la roue arrière avec le cadre. Donc c'est des phénomènes qui sont maintenant... avant c'était exceptionnel, et aujourd'hui on en voit de plus en plus. 3 antivols. Donc il vaut mieux avoir un vélo électrique, parce qu'après pour amener 5 kilos d'antivols... C'est exactement sur quoi j'allais t'amener, c'est le poids de tout ça. Mais oui, c'est ça. Le poids de tout ça. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que comme tu l'as dit, 61% des victimes rachètent une bicyclette, c'est-à-dire que, mais à un prix inférieur. Donc il y a eu ce premier investissement. Donc malheureusement, on se fait voler ce vélo. Et donc 61% des victimes reprennent un vélo, mais par contre l'investissement il est moindre, donc on va probablement sur une seconde main. Mais là par contre le budget, il y a un vrai budget qui est alloué à la sécurité. Mais est-ce que c'est pas aussi en lien avec les assurances ? C'est en lien avec les assurances, mais aujourd'hui le constat que le marché des assureurs fait, puisqu'on est nombreux à vouloir faire des partenariats avec les magasins, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à parler d'assurance. Et, tu veux dire, il y a l'acte de vente, il y a l'acte ça s'arrête là. Voilà, ils vendent un vélo et un antivol, ça y est, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Or, aujourd'hui, il faut créer du pouvoir de rachat pour ces cyclistes. Et le pouvoir de rachat, il passe par l'assurance. Ils sont presque en train de préparer la vente de demain. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut voir ce marché. Et donc, c'est donner la possibilité, en sensibilisant les néopropriétaires de vélos, c'est de les sensibiliser sur le fait qu'il faut assurer son vélo, parce que le prix d'une assurance, c'est entre 5 et 8% de la valeur d'achat du vélo. Donc, avec 7% de la valeur d'un vélo, on est en capacité à racheter 100% d'un vélo. Donc, c'est un calcul qui est assez simple à faire, et c'est aussi une capacité pour eux d'augmenter le taux de fidélisation de leurs clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins dans les vélos, il y a beaucoup de vélos dans les magasins, et c'est pour eux un moyen de préparer les ventes de demain. C'est important. Ouais, ça va être intéressant. Il y a un pivot à faire sur l'accompagnement effectivement des clients qui rentrent dans les magasins de vélos. Mais là, avant qu'on aille sur les astuces, comment se protéger, comment protéger son vélo, mais aussi on va déborder un petit peu sur comment se protéger soi-même sur son vélo. On parle beaucoup de vol, mais est-ce qu'on retrouve les vélos ? C'est-à-dire que moi, je me fais voler mon vélo, je vais déposer plainte ou pas, mais derrière, combien de pourcents quel est le pourcent, si tu as ce chiffre-là, de vélos sont retrouvés par leurs propriétaires ou alors par la police ou la gendarmerie ? Alors, il y a eu Avant, c'était le principal problème. On retrouvait beaucoup de vélos, mais on ne savait pas à qui. Bah oui. Et puis, on ne savait pas à qui s'adresser. Donc, peut-être même toujours, peut-être, parce que si demain, je ne sais pas, il y a un dépôt de stock volé qui est trouvé, comment les personnes sont capables de remonter jusqu'à la propriété ? C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, j'ai des vélos qui ne sont pas marqués. Bien sûr. Je ne vois pas comment ils pourraient remonter, en fait. Mais ils ne peuvent pas. Voilà, donc ça va rester... Exactement, ils vont rester à l'abandon. Donc aujourd'hui, combien de pourcentages sont retrouvés ? Là, aujourd'hui, on a environ 5% des vélos qui sont retrouvés et redonnés à leurs propriétaires. Ça fait à peu près, toujours, on manque d'exactitude dans les chiffres, ça fait à peu près 40 000 vélos qui sont retrouvés chaque année. Et j'imagine que ce chiffre augmente. Ce chiffre augmente, bien sûr. Grâce aux nouvelles possibilités d'identifier son vélo. Exactement. Donc les vélos sont, depuis janvier 2021, tous les vélos neufs qui sortent des magasins sont maintenant enregistrés dans le fichier national unique des cycles identifiés, le FNUCI, lequel recense l'ensemble des cycles achetés sur le territoire, et on met les données à disposition des forces de l'ordre. Et aujourd'hui, on n'a pas loin de 4 millions de vélos identifiés. Mais donc, ça se matérialise comment ? C'est quoi ? C'est une plaque sur le cadre ? C'est un marquage du cadre ? C'est une puce à l'intérieur ?
Comment est-ce que ça se matérialise? C'est un marquage sur le cadre. Il y a aujourd'hui, on va les citer, il y a 7 acteurs qui ont été validés par l'État. Il s'agit de Bicicode, Recovélo, Paravol, Auvray, Decathlon et la Manufacture française du cycle et Starway. Voilà, donc ces acteurs-là ont des partenariats avec les magasins. Et puis les vélos neufs qui sortent des magasins sortent avec un marquage qui permet d'identifier le propriétaire du vélo. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de vélos sont identifiés? Donc, depuis janvier 2021, il y a à peu près 4 millions de vélos qui sont identifiés. On est à peu près dans cette masse-là. Et est-ce qu'on a un chiffre à donner sur le parc de vélos aujourd'hui en France? Si on pouvait dire, voilà, le parc de vélos, là on parle de 4 millions qui ont été identifiés depuis 2021, tu disais. Mais le chiffre que j'ai en tête, je crois que c'est aux alentours de 30 millions. Ça doit être incroyable. C'est aux alentours de 30 millions. Mais ça va du vélo qui dort depuis 15 ans dans la grange ou dans la cave jusqu'à des vélos aujourd'hui qui peuvent coûter parfois 8, 10 000, 15 000 euros et qui sont utilisés très souvent. Donc, Et si on avait à ressortir les points clés, quelles choses on devrait avoir en tête justement en cas de vol de vélo? C'est-à-dire on parle du vol de vélo, là il y a 4 points clés à avoir en tête. Qu'est-ce qu'il faudrait, quel conseil toi Pascal en tant que professionnel, tu pourrais partager aux auditeurs sur les 4 points clés à avoir en tête dans le cadre d'un vol à vélo? Donc il y a un renfort du système de protection effectivement qui passe par 4 points. C'est s'approprier un certain nombre de règles de prudence pour sécuriser son vélo. Par exemple, ne pas oublier ses clés quand on gare son vélo. Écoute, je donnerai la suite dans le prochain épisode. Mais... c'est de posséder des antivols qui soient performants. Ça, c'est très important puisque c'est pas parce que c'est mis à la vente que ça va bien protéger son vélo. Donc il y a des agréments, notamment FUB ou SRA qui sont présents, donc il faut être attentif à ça. Nous, par exemple, on demande à nos clients d'avoir un antivol ou 2 antivols de agrès SRA ou FUB 2 roues. Donc la liste est sur le site de ces 2 structures. C'est ce qui garantit un niveau de fabrication, on va dire, de sécurité. Exactement. Et voilà, c'est d'infraction, je sais pas comment notamment sur le niveau, sur la performance de sécurisation et puis sur le niveau de serrure aussi. Donc en gros, ça valide la garantie de la qualité d'un produit. Ouais. 3e point, c'est je le disais tout à l'heure, je parlais de pouvoir de rachat. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, mais nous, on est plutôt sur le pouvoir de rachat. C'est d'assurer son vélo. On assure sa voiture, on assure sa moto, son scooter. Il faut assurer son vélo, surtout quand on est un vélo taffeur et qu'on utilise son vélo comme un mode de transport. Ça ne doit pas échapper à cette règle. Et puis, c'est de pouvoir transférer un risque. Le vol de vélo, c'est un vrai risque. Et l'objectif, c'est de transférer ce risque vers des professionnels, donc des compagnies d'assurance. Et puis, surtout, ça nous aiderait à avoir des chiffres pour beaucoup d'acteurs du marché. Déposer plainte et on aura beaucoup plus de chiffres exacts qui nous permettront d'avoir une belle visibilité sur ce marché secondaire en tout cas. Est-ce que le fait de déposer plainte est un process aussi pour un déclenchement d'assurance peut-être ou une prise en charge d'assurance ou est-ce que ça n'a aucun lien? Ça a un lien total, c'est-à-dire que si les clients des assureurs n'ont pas déposé plainte, si on n'a pas de dépôt de plainte, nous on rembourse pas. Enfin, il n'y a pas de preuve de vol en fait. Il n'y a pas de dossier ouvert en fait. Donc c'est le préalable pour déclencher un processus d'indemnisation. Donc, Et on parle des vols, des processus d'indemnisation, on a parlé tout à l'heure de comment attacher et du niveau de sécurité même d'antivol performant, mais est-ce que quelque part dans tout ce dont on parle, les villes n'ont pas aussi une part de responsabilité dans la mise en place d'infrastructures, de stationnement Alors ça se développe, mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi de la part des villes sur ça sur mettre en sécurité le vélo des utilisateurs de la population? Ça, c'est un point majeur. Aujourd'hui,
les villes sont en train de rattraper leur retard sur des infrastructures pour rouler. Il y a encore beaucoup de retard sur les infrastructures pour stationner. On voit encore trop de stationnement un peu à l'arrache. On s'attache à un feu, on s'attache à un poteau de signalisation. Enfin, il y a des vélos qui sont partout. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est les conditions de stationnement propices à la bonne sécurisation des vélos. Donc, il faudrait en finir une fois pour toutes avec les stationnements de type pince-roue. Les supports sont fins. Ça facilite aussi le voilage des roues au fur et à mesure du temps. Donc, ça abîme le vélo. Et puis, souvent, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas forcément scellés. Et le point faible du pince-roue, c'est que ça rend la tâche du cadre difficile. Et c'est vraiment par le cadre qu'on sécurise davantage son vélo. Une roue, on enlève la roue avant et puis on part avec le reste. Et on a tous vu d'ailleurs. Bien sûr. On a tous vu une roue se balader sans son propriétaire quelque part. Exactement. Donc, les villes doivent multiplier les arceaux avec une hauteur d'environ 80 cm, avec un diamètre qui n'excède pas 5 cm, parce que les antivols notamment ne sont pas forcément très très grands. Et puis de la sorte, on peut facilement attacher son vélo à l'arceau. Et puis, nous, on conseille aussi à nos clients d'avoir 2 antivols de marques différentes. Ça dissuade et ça rend le larcin beaucoup moins rapide. Donc, ce deuxième antivol, c'est de l'attacher à la roue arrière avec le cadre. Donc ça, c'est la partie les villes. Il y a un deuxième point, puisqu'on a vu tout à l'heure que le vol de vélo se fait sur la voie publique, mais il se fait aussi dans des environnements privés. Ça l'aide effectivement l'enchaînement de ce podcast, c'est qu'on a parlé de la responsabilité des villes dans le développement du cyclisme, que ce soit Vélotaf ou autre, et donc de l'accompagnement qu'il avait à faire, mais il y a aussi les syndics, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, moi mon vélo cargo est à l'extérieur la journée, je le rentre le soir, mais il est accroché à la cage d'escalier. Ouais. Voilà, donc c'est à quel moment on va pouvoir, à l'intérieur de sa propre copropriété, avoir des installations dignes de ce nom pour y mettre en sécurité son vélo, et les cyclistes sont de plus en plus nombreux. Oui, absolument. Et puis, il y a parfois dans les immeubles, effectivement, des parties collectives qui permettent de stationner des poussettes et des vélos, mais en aucun cas, on se retrouve avec des arceaux qui permettent de pouvoir sécuriser tranquillement son vélo dans le local de stationnement collectif. Donc, s'il y a des syndics qui nous écoutent, mettez à disposition des cyclistes des arceaux pour pouvoir attacher son vélo. Et surtout, il faut toujours être un petit peu parano quand on laisse son vélo, où que ce soit, et toujours l'attacher, même si on rentre à la poste pour aller chercher un recommandé ou faire la queue à une boulangerie. Il faut toujours attacher son vélo, ça c'est un point clé. Donc, les villes et les syndics, il y a encore du travail. Tu as quelques astuces à nous partager sur justement ces vols d'opportunités où la personne passe et voit le vélo comme ça posé contre la vitrine de la boulangerie ou de la poste, et tu as quelques petites astuces. Ouais. On peut y venir justement, on va passer directement sur les tips, puisqu'on a balayé pas mal de choses sur le vol, mais le tips pour sécuriser son vélo. Alors le tips pour sécuriser son vélo, c'est que il y en a, allez, on va en citer une dizaine. L'idée, c'est de tenter de se prémunir plutôt que guérir. Donc on constate à travers ces tips que la vie de cycliste n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et le premier qu'on va énumérer, c'est alors quand il est neuf, c'est facile parce qu'on sort du magasin avec un vélo immatriculé. Mais si on a un vélo qu'on a acheté avant janvier 2021, il faut se donner la possibilité de le faire immatriculer. Et puis, s'il est retrouvé, il sera restitué. Premier tips. Deuxième tips, c'est toujours bien sûr d'attacher votre vélo à un point fixe de type arceau avec 2 antivols différents, ça j'insiste. Et des antivols, ne lésinez pas sur les prix. Des antivols, ça dure longtemps, ça s'amortit sur plusieurs années. Donc normalement, si tout va bien, on peut garder des antivols 10 ans, voire plus.
Ensuite, privilégier le stationnement dans un lieu public où il y a du passage et plusieurs vélos. Alors ça, c'est un petit peu égoïste, puisque si vous avez les bons antivols et que les copains ne sont pas aussi bien équipés que vous, le voleur ira plutôt vers les vélos faciles à voler. Donc le vôtre sera préservé. Donc soyez le premier de la classe, ça vous sauvera. Autre tips, sur les antivols, on en a parlé, puis notamment, l'inconvénient c'est le poids, mais quand on est en VAE, c'est quelque chose qui n'est plus un frein. Privilégier les antivols agréés SRA ou FUB de roue, ça c'est un point important. Installer un tracker, à partir de 60 €, on bénéficie d'un bon équipement. On a son vélo qui est géolocalisé, surtout. Il y a une application, j'imagine. On a une application, absolument. Et puis la bonne idée, c'est de rester citoyen et non pas se transformer en justicier ou en policier. C'est d'aller voir la police et puis avec la police de se rendre là où le vélo a été géolocalisé, parce que c'est les forces de l'ordre qui ont, eux, cette capacité à intervenir et pas nous, simples cyclistes. Mais ce petit capteur, ça veut dire qu'il faut trouver une astuce pour le positionner, parce que comment il se met sur le vélo, tu le positionnes comment? S'il est visible, le voleur, forcément, ou le mal va le faire sauter. Ça veut dire que tu le mets dans une sacoche, tu le colles dans un endroit, sous un tube, sous une selle, pourquoi pas? C'est le risque, effectivement, c'est que y ait des professionnels du vol, du larcin de vélo, qui soient extrêmement expérimentés et qui ont cette attention sur la localisation d'un GPS. Ouais. Et voilà, donc ça c'est un point, ça peut être un point faible, mais en tout cas c'est un dispositif qui fait déjà ses preuves, enfin qui a fait ses preuves. Donc on peut penser que ça sera encore le cas longtemps. Autre tips, c'est d'enlever, bien sûr, ça c'est, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est pour les propriétaires de VE, toujours enlever la batterie, bien entendu. Même si je me souviens, au début des vélos électriques, la batterie, n'importe qui en passant pouvait l'enlever. Maintenant, ils ont rajouté une serrure dessus. Ouais. Mais effectivement, la personne réussit à déverrouiller à faire sauter les deux verrous. Le vélo électrique, s'il y a la batterie dessus, ça va beaucoup plus vite que sans la batterie, très clairement. Exactement. Il y a un autre point, c'est tout. Il faut penser à emporter les lumières, les phares amovibles, les sacs, les compteurs, tout ce qui peut se démonter. En fait, ça c'est aussi un point important parce que déjà, ça peut se voler, mais ça donne aussi. Il ne faut pas créer l'envie que le voleur choisisse votre vélo. Voilà, sur 20 vélos, on sait bien qu'il ne peut pas repartir avec 20 vélos. Mais il va faire son choix. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Il peut y avoir une belle gamelle au premier virage, mais par expérience. Oui, par expérience. Mais ça peut se faire. Autre tips, bien sûr, on va parler un petit peu d'assurance. C'est d'assurer son vélo contre le vol. Pour donner quelques clés, c'est un vélo de 1 000 €. La prime annuelle, elle est d'environ 70 €, à peu près 7% de la valeur d'achat. Ça fait 20 centimes par jour. C'est dommage de se faire voler son vélo et de ne pas dépenser 20 centimes par jour pour le sécuriser. Donc, au regard du risque encouru, je pense que ça vaut le coup. Et puis, il y a une astuce que j'aime bien. Je pense que c'est celle que tu vas nous partager, c'est au niveau du braquet. Oui. C'est un petit détail, mais pour tout cycliste peut comprendre cette astuce. Et puis, toi, tu y es davantage sensible parce que tous ceux qui font des race cross, notamment, et qui vont faire... des tours en vallée de Chevreuse, etc. En tout cas, qui font, pas régulièrement, mais ne serait-ce qu'une, ça peut suffire, mais qui s'arrêtent le long du parcours. Parce que le ravito dans la poche a été consommé, il y a une boulangerie, ou alors 13 heures. La part de flan qui est en vitrine de la boulangerie. Et donc, voilà, on a l'estomac qui commence à couiner. Et là, on est toujours un peu tiraillé entre je laisse mon vélo, je fais la queue, etc. Et l'idée, j'en donne deux. C'est mettez votre vélo sur le plus gros braquet, un bon 53-11. Ça, c'est, voilà, à moins d'avoir un champion, un Remco Evenepoel ou un Pogacar, on aura toujours le temps
d'aller le chercher. Et puis, Mais sur les premiers mètres, je pense qu'en courant, on ira plus vite. Voilà, exactement. Ça, c'est une certitude. Ou alors, tout simplement, de faire dérailler volontairement son vélo. Comme ça, un vélo déraillé, c'est... Ouais, d'enlever la chaîne. On va moins vite. Hein. On va moins vite pour avancer. Donc voilà, ça, c'est dans les situations d'urgence comme ça, quand on est dans des moments où on doit se ravitailler, par exemple, il y a ces 2 tips qui sont intéressants. Et tu me partageais également, lorsqu'on a préparé cet épisode, le fait de communiquer. C'est-à-dire que je viens de me faire voler mon vélo tout de suite. Alors ça c'est vrai, c'est une vraie astuce parce que j'ai dans mes contacts des personnes qui se sont fait voler le vélo. Ils ont tout de suite communiqué, mais parfois ça a amené à retrouver rapidement le vélo. Absolument. Avec la photo à l'appui. Absolument. Nous, on a eu des clients qui ont retrouvé leur vélo, ils nous ont déclaré leur vélo volé et ils ont été très très actifs en communication sur leurs réseaux sociaux et puis ils ont été aussi il y a des groupes privés sur Facebook, sur Twitter, il y a des comptes Twitter avec un bon hashtag vélo volé plus le nom de la ville. Vous allez retrouver, hashtag vélo volé Grenoble et vous allez poster, vous allez faire un tweet et puis si vous avez la photo de votre vélo, la mettre et voilà, il y a la communauté locale qui va être attentive et parfois il y a des vélos qui sont retrouvés comme ça, donc c'est un point important. Et juste avant est-ce qu'il y avait d'autres tips, Pascal, que tu voulais partager ? Oui, il y en a 2 autres notamment, c'est de vérifier toujours les sites de revente, ça c'est très important aussi. Le Bon Coin, Facebook Marketplace qui sont quand même des réseaux où il y a beaucoup de vélos. Alors un exemple, excuse-moi je te coupe, mais avant que tu partages la dernière astuce, sur celle-ci notamment, je vais sur les sites, je reconnais mon vélo. Je fais quoi ? Je contacte moi-même Police. On reste citoyen. Mais si entre-temps il se revend, la police elle va mener l'enquête, va contacter le vendeur pour savoir qui lui a acheté le vélo, probablement. S'ils ont la possibilité de tracer la transaction et de savoir qui a acheté le vélo, là ça sera encore plus facile. Mais on a identifié où était le vélo, qui l'avait, donc il faut alerter les forces. Moi j'ai une anecdote aussi sur ça, je remets un petit peu de personnel, je m'excuse d'avance, mais ça m'est arrivé. Je me suis fait voler une fois mon vélo. L'histoire, elle pourrait faire un épisode, hein, donc je te la raconterai après si tu veux, mais je tombe à Longchamp. Ça arrive souvent, ça. Bras cassé, je suis immobilisé. Une personne bienveillante me dit qu'elle va récupérer mon vélo et que je peux la recontacter dans les 2 jours pour le récupérer. Je n'ai jamais récupéré. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc par contre, j'ai fait ce que tu as dit. J'ai traîné sur les sites et j'ai reconnu le cadre. Tout le reste avait été démonté. Ah ouais. J'ai reconnu le cadre. J'ai fait 2 choses en parallèle en fait. J'ai contacté le vendeur. J'ai contacté le vendeur et je lui ai dit que si dans les 48 heures je n'avais pas récupéré l'intégralité de mon vélo, il serait convoqué par la gendarmerie. Et en même temps, j'étais à la police, et en même temps, j'ai été à la police déposer plainte et j'ai pu récupérer uniquement le cadre. Tout le reste avait déjà été revendu. Ça va très vite. Hein. Mais j'ai remis un petit peu de personnel, mais pour vous dire qu'effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres. 2, effectivement, avec ces tips que Pascal vient de vous partager, vous pouvez récupérer ou retrouver votre vélo. Et l'anecdote que je vous partage, c'était il y a 3 ans à peu près. Mais j'ai bien pu retrouver uniquement le cadre. This is the end. Voilà, c'est le reste. Happy end. Et puis un dernier tips aussi, c'est... alors, ça fait un peu office de baguette magique pour ceux qui connaissent pas forcément. On pense toujours que il y a la multirisque habitation, la MRH, protège son vélo partout, tout le temps, à toute heure, ce qui n'est pas vrai du tout, mais en tout cas, il faut vérifier dans son assurance habitation, surtout si on se fait voler son vélo dans les parties collectives. Il peut y avoir de l'espoir dans des chances d'indemnisation, même si elles peuvent être assez faibles ou nulles à l'extérieur. Parce que voilà, ça c'est sûr. Ça allait être une de mes questions. Est-ce qu'il y a je me fais voler mon vélo dans la rue et je me fais voler mon vélo dans mon hall d'immeuble par contre. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la prise en charge de l'assurance ? Oui, il y a des différences. Alors, sur la voie publique, les chances sont nulles. Okay. Donc tu t'es fait voler, point barre, tu vas déposer plainte et c'est en espérant qu'on le retrouve. C'est pour ça qu'il y a des acteurs comme nous qui
mettons sur le marché des produits d'assurance casse-vol de vélo et qui permettent aux gens de pouvoir assurer leur vélo 24/7 en tout lieu. Donc voilà, la MRH, elle est présente. Alors souvent, les plafonds d'indemnisation peuvent être assez bas. Il peut ne pas y avoir de prise en charge la nuit. Il peut y avoir une forte franchise. Le niveau de garantie est peut-être, et pas en tout cas au niveau de ce qu'est un produit d'assurance spécifique. Intéressant, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder avant qu'on passe sur un deuxième risque? Parce que là, on a parlé, le fait d'être propriétaire d'un vélo, ça t'apporte, ça engendre deux risques, hein, le vol, mais aussi la chute, et donc d'être bien protégé avec des dommages qui peuvent être corporels. Donc là, c'est pareil, en introduction de cette partie, qu'est-ce que tu peux nous partager sur les pratiques aujourd'hui des cyclistes? Est-ce qu'ils s'assurent, est-ce qu'ils ne s'assurent pas, est-ce qu'ils se protègent ou non? Alors, ils s'assurent peu. Parce que c'est pas encore peut-être rentré c'est pas encore rentré dans les mœurs. L'assurance dans le sport, on est issu d'une culture en France, c'est la culture de la licence sportive. Exactement. Donc je suis licencié dans un club, je suis assuré. Et puis il y a à peu près 17 millions de Français qui sont dans des clubs, hein, donc on a tous fait pour la majorité du sport en club, et on a donc tous fait du sport en étant protégés par une assurance qui est dans notre licence. Or, aujourd'hui, il y a autant de non-licenciés qui sont pratiquants de plein de sports, dont le vélo, qui est un sport plus de pratique que de licence. Et on reste avec cette culture, contrairement à des pays comme les pays anglo-saxons, où il y a beaucoup d'assurances privées. La part publique, elle est plutôt faible. Et donc, on se dit, voilà, j'ai la Sécu, j'ai la mutuelle. Sauf que si on chute seul, parce qu'on a mal appréhendé un virage, on a la Sécu et la mutuelle, mais tout le reste à charge va être présent. Il va falloir, ça sera un débours. Et puis je parle pas d'invalidité, je parle pas de décès. Donc voilà, on va rentrer dans les risques justement de tout ça. Mais ce qui veut dire que comme pour l'éducation au niveau du vol, il y a peut-être une partie aussi le fait que les revendeurs de vélos, les vendeurs de vélos, les vélocistes aient une continuité dans l'acte de vente, c'est-à-dire qu'effectivement le client rentre, souhaite faire l'acquisition d'un vélo, on lui trouve le bon vélo qui lui convient en fonction de sa pratique. On peut lui vendre effectivement quelques barres de céréales pour aller monter son premier Ventoux, mais il faut que ça aille un peu plus loin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va protéger votre vélo, et puis comment vous protégez vous-même, ce qui est très clairement aujourd'hui pas le cas. Hein. Moi, je vois combien de cyclistes qui achètent un vélo. En fait, on ne pense pas au problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne nous arrivera pas, on ne va pas chuter. Ouais. Alors qu'au premier virage, même au second, un petit peu une tache d'essence, une feuille humide, et ça dérape. Et là, ça peut être très compliqué. Ouais, quels sont les risques aujourd'hui? C'est quoi derrière? Tu as dit quelque chose de très vrai, c'est qu'on manque de sensibilisation. En plus, le vélo, moi j'ai joué au handball, quand je me blessais à un doigt ou à un genou ou à une cheville. Le vélo, mais bon, maintenant, moi, j'ai un peu mal partout et je roule pas mal, mais je me suis déjà fracassé en vélo, mais on se fracasse de partout. Disons qu'on n'a pas de carénage. On n'a pas de carénage. Et moi, j'ai souvenir d'avoir pris ma douche après être tombé. On a l'impression que c'est une expérience. C'est la friture. T'es mis dans un bain d'huile bouillant. C'est une expérience. D'ailleurs, j'entendais un cycliste professionnel dernièrement s'exprimer sur sa discipline, et il avait tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas qu'en 2023, les équipementiers n'aient pas prévu de textiles justement pour leur tenue. Complètement. Pour cela. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a bien forcément une technologie qui existe, et quand tu tombes en vélo, t'as pas le soir la hanche à vif en fait, ou l'épaule à vif. Et ça, je suis prêt à parier que dans 5 ans peut-être, ou 10 ans, les cyclistes auront des tenues peut-être aussi fines qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'ils n'ont rien sur la peau. C'est une double peau. Ouais, mais, c'est du lycra, il n'y a pas grand-chose. Mais peut-être que les matières leur permettront de ne pas être brûlés, parce qu'ils sont brûlés au 3e degré quand ils tombent à 70 à l'heure, ou même à 40, hein, ça fait très mal.
Donc je comprends parfaitement ce que tu voulais dire en disant, voilà, quand on chute, effectivement, il y a forcément une éraflure quelque part. Il y a une éraflure quelque part. Au plus simple. Et puis, tu parlais du nombre de cyclistes sur une voie cyclable, avec des chiffres qui sont importants. Et on le sait, plus il y a de personnes sur une voie cycliste, il y a plus de risques de tomber. La bande cycliste, la bande cyclable dont je te parle, la piste dont je te parle, elle fait 2,50 m de large pour un contresens. Donc 10 500 cyclistes par jour en moyenne sur 2,50 m en se croisant. Ouais. Donc on multiplie les risques de tomber et on n'est pas forcément couvert par une assurance. Alors on a certains ont la GAV, la garantie d'accident sur la vie, qui permet de couvrir l'ensemble des accidents de la vie, dont la pratique cycliste, la pratique sportive en tout cas. Mais voilà, c'est loin d'être la majorité. Alors les risques, c'est quoi ? C'est j'ai un accident et je cause un dommage à un tiers. Là, comment ça se passe ? Donc là, la responsabilité civile permet effectivement d'être protégé en cas de dommages causés à un tiers. Donc ça, c'est un point important. Et ça, c'est vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment intéressant pour les gens qui nous écoutent parce qu'on ne pense pas forcément à ça quand on prend son vélo le matin pour aller au travail ou aller s'entraîner ou autre chose. Mais il suffit qu'on veuille éviter quelque chose sur la chaussée, qu'on vienne percuter le cycliste qui arrive en face. On est responsable. Et là, donc, c'est ce dont on parle. Les risques, en fait, quel mécanisme va se mettre en route derrière ? Je suis responsable. Voilà. Tu es responsable et avec ta multirisque habitation, tu bénéficies d'une responsabilité civile. Et là, effectivement, la personne bénéficiera de ta responsabilité civile pour couvrir l'ensemble des dommages qu'elle a subis par ta faute. Donc là, il y a une couverture. Le problème, c'est que y a beaucoup d'accidents à vélo qu'on se fait seul. Oui, bien sûr. Et à l'opposé, je suis tout seul, je suis dans un virage dont tu parlais tout à l'heure, je glisse. Et bien là, la règle, elle est très claire. Il n'y a aucun dispositif d'indemnisation qui est prévu en cas d'accident corporel sans tiers responsable. Voilà, donc, dans ce cas-là, tu vas pouvoir bénéficier de la protection santé, c'est-à-dire les remboursements de la sécurité sociale et de la complémentaire santé, en ce qui concerne les frais d'hospitalisation, la consultation d'un médecin, qui soit généraliste ou spécialiste, l'achat de médicaments, les soins de kiné, etc. Là, mais après, il y a un reste à charge. Il peut être important. Nous, on a des dossiers, on a des restes à charge. Là, on a eu une clavicule il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un reste à charge de presque 2 000 euros. Donc, c'est conséquent. Parce qu'il peut y avoir le rapatriement dans tout ça. C'est-à-dire que je tombe, mais je ne suis pas à 2 km de chez moi. Exactement. Je tombe à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. Exactement. Donc, nous, on a déjà eu sur des courses, notamment, des cyclistes qui étaient des Belges et qui faisaient des courses dans le sud de la France. Et il fallait les rapatrier. Et puis, les frais médicaux... je vais raconter une anecdote. On a un cycliste en pleine descente sur une ultra qui, à 2h du matin, en pleine descente, il a percuté une biche. Donc, perte de connaissance. Heureusement qu'il il descendait avec une concurrente qui a donné l'alerte. Hélico, rapatriement, ils ont été descendre à l'hôpital dans la vallée. Et puis, là, ça a été opération, etc. Donc, côte cassée, clavicule, traumatisme crânien. Le dossier, je crois que ça fait 9 mois qu'il est ouvert. Donc le gars a eu... il se rappelait même plus qu'il était sur le vélo. Donc, oui, le choc en plus en descente, probablement, la vitesse... Eh oui. Et donc c'est des situations... En une seconde, ta vie bascule. Ouais, complètement. Et il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper. Et donc... nous, on encourage vraiment tous les organisateurs d'événements et tous ceux qui participent à des courses un peu exigeantes, voire très exigeantes, à se protéger comme s'ils étaient licenciés, tout simplement. L'idée, c'est pas de faire
la super assurance, l'idée c'est d'être couvert quand on pratique, que ce soit du gravel, du VTT ou du cyclisme sur route. Et puis, mais pour soi, mais aussi pour les autres. Bien sûr. Pour soi, mais aussi pour les autres. Et puis on parle des dommages corporels, mais il y a aussi les dommages matériels, c'est-à-dire effectivement, je chute, je me fais une clavicule ou une hanche, et en plus, mon vélo, il est complètement fracassé. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Donc là, ça rejoint... Parce que le matériel, on l'a dit, il faut quand même un peu... Ouais, le matériel, là, on a un cycliste là, qui a fait une ultra, il avait l'assurance dommages corpaux. Donc, il m'appelle, il me dit « Pascal, lors de ma chute, mon vélo, il est plus opérationnel, il est complètement cassé. Est-ce que ça peut être couvert ?» Non, il faut une assurance casse de vélo. Donc c'est un autre risque. Et là, souvent d'ailleurs, dans les assurances liées au vol de vélo, souvent alors on peut choisir soit que la casse, mais on peut aussi choisir la casse et le vol. Moi, je conseille vivement à tous les auditeurs de partir sur une assurance casse-vol de vélo, surtout quand on voit le prix des vélos aujourd'hui, et la différence entre les deux produits est marginale. Donc voilà, mettez dans votre produit d'assurance vélo la casse et le vol. Et puis, alors je reviens juste sur l'assurance vélo, mais je me fais voler mon vélo dans mon coffre de voiture. C'est-à-dire que je me rends à une manifestation sportive, avant ou après, ça reste sur mon parking, ça reste sur le parking de l'épreuve. Je vais au protocole de remise des trophées où je vais juste retrouver un ami pour parler de l'épreuve, et là je reviens, ma plage arrière elle est fracassée, j'ai plus de vélo à l'intérieur. Comment ça se passe ? Ça va dépendre du contrat de garantie de la voiture. Donc ça, c'est Donc là, c'est lié à l'assurance de la voiture. C'est lié à l'assurance de la voiture, absolument. Nous, on a eu des cas, notamment sur des gens qui font du camping-car, sur des aires de repos, ils se sont fait arracher leur vélo à l'arrière du camping-car. Et donc parfois, c'est l'assurance, dans leur produit d'assurance voiture, en tout cas camping-car, c'était intégré. Donc là, c'est cette assurance qui joue en premier. Intéressant. Enfin, je pense que tout le monde, les personnes qui nous écoutent, ont bien compris l'intérêt de protéger leur vélo, mais bien évidemment de se protéger soi-même. Est-ce qu'il y a d'autres points, Pascal, que tu voudrais aborder, que ce soit sur la couverture, la protection des dommages corporels, mais aussi la protection de son vélo, que ce soit un vélo électrique pour le vélo taf, pour se déplacer en ville, ou un vélo pour aller se faire plaisir, un vélo loisir sur les routes de France. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup d'assurances autour de soi. Il faut vraiment regarder dans nos contrats ce que l'on a comme protection. Donc, la multirisque habitation, il y a de la responsabilité civile, il y a du vol de vélo quand ça a lieu dans la partie privative. Donc, il faut s'intéresser à son contrat. Si on se fait voler son vélo dans sa voiture, il faut aller regarder dans le contrat assurance auto. Voilà, donc ça, c'est les premiers points. Et puis après, sur l'assurance spécifique, également, aller voir ce qu'il faut respecter comme mesure pour se faire indemniser. Et puis, savoir quel est le contrat qui correspond à ses besoins. Par exemple... Complètement. Un cycliste qui fait du cyclisme sur route ou un VTTiste, il va faire pour 90% des boucles autour de chez lui. Il vit dans un environnement qui est quand même très sécurisé. Peut-être qu'il n'a pas besoin du vol. Il va peut-être prendre que la casse. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut que la personne... il y a une assurance à mettre en face de chaque pratique. Le vélo taffeur aura un besoin différent du cycliste en compétition, qu'un besoin, même s'il est sous licence, quoique certains vont faire des randonnées ou des cyclosportives sans licence, mais avec un certificat médical uniquement. Donc là, ils ne sont pas assurés pour tous les problèmes que l'on vient de parler. Et effectivement, d'autres cyclistes qui peuvent aller sur du voyage à vélo ou des courses ultra, où là, ça peut être à l'autre bout du monde, très clairement. Donc en face de chaque pratique, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une solution pour que les personnes soient protégées. Totalement. Il faut savoir évaluer son risque. Et évaluer son risque et ensuite vers quel produit je le transfère.
Et alors, c'est le dommage corporel, c'est la casse de mon vélo, c'est le vol de mon vélo, c'est les trois. Et puis, face à l'offre pléthorique du marché, qu'est-ce qui va me correspondre le mieux? Donc, évaluer correctement son risque et ensuite trouver le produit idoine qui réponde à ce besoin dans un rapport qualité des garanties et niveau de prix dont le mix nous paraissent le plus performant. Bon, parfait. On arrive sur la fin de l'épisode. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut protéger son vélo. Ça, c'est important quand c'est son outil de transport ou son outil loisir, on va dire ça comme ça. Et la seconde chose, c'est de penser à soi en se protégeant, mais aussi aux autres, hein, parce que quand il nous arrive quelque chose, on peut être dépendant. Et là, je dirais que ça se répercute sur tout le reste de la famille, que ce soit un simple accident, voire même aller jusqu'au décès. Donc en tout cas, voilà, c'est les deux choses que moi je retiens. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais partager, Pascal? Assurez-vous. Ou une dernière phrase. Protégez-vous. Moi, j'ai tendance à dire pour les cyclistes, et notamment ceux qui ont déjà chuté, ça doit être les meilleurs ambassadeurs de la protection. C'est mettez un casque et assurez-vous en dommages corporels. Ça, c'est pour prendre soin de vous et puis prendre soin de votre famille parce que dans la presse aujourd'hui, on voit que il y a de plus en plus de dommages et on voit des situations qui sont catastrophiques. Et une assurance dommages corporels, elle garantit un capital aux ayants droit et elle permet de mettre un petit peu les gens à l'abri. Et donc, quand on pense à soi, on pense aussi à ses proches. Et ça, c'est un point important. Et puis sur le vélo, le marché du vélo aujourd'hui en valeur explose. Il y a une forte croissance sur la valeur, sur le volume un peu, mais sur la valeur beaucoup. Les machines coûtent de plus en plus cher. On est dans un environnement où, on l'a vu, il y a beaucoup de vols, 1650 vélos volés chaque jour. Donc oui, on assure son vélo comme on assure sa moto ou sa voiture, tout simplement. Voilà. On est dans un environnement de risque. Transférer ces risques vers des professionnels et vous vivrez avec l'esprit tranquille. Très bien. Merci Pascal, en tout cas, pour cet échange. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt.